Colorado, Arizona, Utah, Nevada, Californie. On a fait 2750 km en 2 semaines à la plus belle saison de l'année et c'est un voyage qui a changé ma vision de l'Amérique. Tout le monde parle de l'Ouest américain comme d'un voyage exceptionnel, mais personne ne prévient de la claque monumentale qu'on se prend en découvrant ces vastes espaces. Personne ne parle de l'émotion qu'on ressent en se sentant si petit au milieu des canyons millénaires sculptés par les eaux, et personne ne dit non plus qu'on prendra tout à coup goût à la nature même quand on n'a jamais campé de sa vie. Voilà, c'était ça mon road trip dans l'Ouest américain. Plus qu'un autre voyage aux États-Unis, c'est le voyage. Celui que vous aurez sûrement envie de faire quand vous aurez fini de regarder cette vidéo et celui que moi j'ai envie de refaire en explorant encore davantage certains sentiers de randonnée. Tout le monde commence en général par l'Utah ou par l'Arizona. Moi j'ai choisi de commencer à Denver au Colorado et cette décision est la meilleure que j'ai jamais prise pour un voyage aux États-Unis. On a commencé notre séjour en faisant du shopping. Et oui, gros cliché, mais en vrai, gros kiff aussi. On est allé dans un magasin country pour se mettre direct dans l'ambiance du centre des États-Unis dont le style de vie est bien différent de tout ce que j'ai connu jusque-là dans ce pays. Dès l'aéroport, j'ai constaté que les gens étaient vêtus vraiment différemment ici. Là, au Colorado, c'était un style country et en vrai, j'ai adoré. Je me suis donc acheté un joli chapeau de cow-boy et vraiment, je regrette pas, je l'aime trop. J'ai aussi pris une chemise à carreaux et si vous me suivez sur Insta, vous savez que ce n'était que la première d'une longue série de chemises parce que j'avoue que j'ai eu un vrai crush sur ce look. Et avec le recul, je me dis que j'aurais aussi dû acheter une ceinture parce qu'elles étaient hyper canon. Non mais regardez-moi les dessins sur les ceintures et la beauté des boucles, c'était incroyable. Bijoux, bottes, jeans, chemises, chapeaux, ceinture, boucles et accessoires, j'avoue que ce shopping à la sortie de l'avion était ultra tentant et nous a tout de suite mis dans l'ambiance. Et c'était hyper cool. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien and welcome back to the United States. On est de retour aux US, du coup pour un voyage qui va être juste exceptionnel. On va être sur une vidéo qui je pense va être très longue, comme j'ai pu le faire pour Los Angeles. Cette fois-ci, je vous emmène pour un road trip dans l'Ouest américain. On va faire 5 états en 2 semaines. On termine par Disneyland, mais Disneyland ne sera pas dans cette vidéo. Ça sera des vidéos à part, évidemment, vous vous en doutez. Mais en attendant, sur cette vidéo, vous allez voir du coup Monument Valley, Bryce Canyon, Zion, qu'est-ce qu'on doit faire encore? Las Vegas, et évidemment, ça sera d'autres vidéos, mais on termine par Disneyland. Et tout à l'heure, on part aussi du coup dans le sud du Colorado. On y est déjà, puisqu'on est à Denver. On est arrivé hier soir, du coup. En tout cas, voilà, pour cette intro, on est parti sur une très longue vidéo là sur 5 états dans l'Ouest américain. On y va tout de suite, c'est parti! On a commencé cette journée par un petit tour dans le centre-ville près du Colorado State Capitol. En vrai, c'était pas le quartier le plus sexy de la ville, mais il avait le mérite d'être à côté de notre hôtel. Et il y avait un parc avec des petits écureuils super mignons et pas mal de sans-abri aussi. Donc bon, au final, on a repris la voiture et on s'est rapproché d'une étape qu'on n'avait pas forcément prévu de faire sur ce road trip, mais on n'aurait jamais été aussi près. Donc en gros fan du Titanic que nous sommes, on était obligé d'y passer. La maison de l'insubmersible Molly Brown. La Molly Brown du Titanic, oui, est la même Molly Brown que celle qui a donné son nom à un bateau de Disneyland Paris. Donc on a pris nos tickets, c'est bon. Normalement on peut se balader librement. C'était 17 $ du coup la visite. Et là a priori la maison est décorée en mode un peu Halloween, donc un petit peu différente de ce que ça va être en temps normal. Mais c'est trop cool parce que du coup je trouve ça sympa en cette période qu'il y ait la petite touche Halloween en plus, donc on va voir ça. Cette maison victorienne fut la demeure de la famille Brown à la fin du 19e siècle ici à Denver, alors que ce quartier était encore un véritable désert résidentiel. Son mari est devenu riche grâce à ses mines et ses affaires, et Molly Brown quant à elle a toujours voulu être respectée par la haute société, et c'est dans cette optique qu'elle ornera sa maison des plus beaux atours de l'époque. Là la maison en fait ils l'ont reconstituée à partir de photos d'archives qu'ils avaient, et donc voilà, on est vraiment dans un musée, c'est hyper beau. Alors on a le droit de toucher à rien, de s'asseoir nulle part, enfin, c'est vraiment tout est très ancien, tout n'est pas d'origine, il y a des choses qu'ils ont retrouvées, qu'ils ont placées dedans, voilà, pour retrouver l'ambiance au maximum d'origine. Mais ouais, c'est hyper beau. Et alors on n'a pas pris la visite guidée parce qu'on ne peut pas attendre jusqu'à 11h. Je sais pas si c'est le truc d'Halloween, mais déjà dans la boutique il y avait énormément de choses en rapport avec la Ouija, donc je me demande s'il n'y a pas un truc, parce qu'en plus ils font des sessions
Voilà, esprit, machin, etc. Là, pendant Halloween, pour savoir si l'esprit de Molly Brown est encore dans la maison. La place de Mrs. Brown. C'est trop cool. C'est la Garden Party qui a inspiré toute la déco. Elle a fait 800 guests dans la maison. 800 guests ici? 800 guests pour sa Garden Party. Alors pour l'instant ça rentre pas hein, de ce qu'on a vu. Mais ah ouais, ça devait être idéal. La maison est ainsi richement décorée, pleine de meubles en bois précieux et en verrerie, de vaisselle en cristal, de murs en bas-relief. Et si Molly Brown a été très active dans le Colorado pour la défense du droit du vote des femmes et pour sa participation à la vie culturelle, elle est aujourd'hui surtout connue pour avoir survécu au naufrage du Titanic. Et son personnage a connu la postérité avec le film de James Cameron dans les années 90 évidemment. Après ça, on a pris la route et c'était parti pour le road trip. Mais regarde jusqu'où il va! Sérieux le bail! Et la longueur du train les gars! Et encore je vous ai pas filmé le début parce que ça commençait bien avant. Mais regarde jusqu'où il va! Déjà la dernière fois quand on était venu, on avait croisé un train comme ça mais genre on n'avait jamais vu la fin du train. Et là tu disais ouais regarde c'est encore mais oui regarde le truc on voit pas où il s'arrête. J'aurais dû compter les wagons. Mais tu peux pas, je suis sûre, il y en a genre 150. J'ai même pas envie de dire 70 parce qu'en vrai, il y en a encore plus, tu vois. Alors, là, pour vous expliquer, Optimus Prime, il est toujours derrière nous. On est en route vers Old Colorado City, qui sera donc notre escale pour aller prendre à manger. On a un peu plus d'une heure de route. Et donc là on quitte Denver et on s'enfonce un petit peu dans les montagnes. On n'avait pas encore vu jusque là. Et les paysages commencent déjà à être super beaux. Et là il reste une demi-heure de trajet à peu près. En gros dans Old Colorado City, on va la faire à la française, je vais pas faire d'effort. Il y a une partie vraiment vieille ville, ça fait vraiment genre Thunder Mesa quoi, le truc vieille avec les pionniers, avec les trucs, il y a encore cette ambiance là un peu. Donc je me dis maybe on va manger par là et après parce que je suis curieuse de voir quand même cette partie un peu historique aussi. Parce que c'est aussi un peu l'idée de ce voyage, c'est vraiment de sortir de ce qu'on a fait en voyage aux US jusqu'à présent où j'étais à chaque fois dans vraiment des mégalopoles. Hein. Voilà, là c'est de retrouver un peu, c'est l'autre Amérique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'autre Amérique et celle un peu qu'on a vue au cinéma, qui a bercé et qui était à l'origine clairement de Frontierland hein, pour nous à Disneyland Paris. Et voilà, cette Amérique un peu du passé, l'idée c'est d'aller chercher ça là sur ce voyage. Du coup on s'est arrêté pour manger et se balader à Old Colorado City, c'était hyper beau, je vais littéralement répéter cette phrase 50 fois sur cette vidéo, je vous préviens. C'était une très jolie petite ville à taille humaine avec des bâtiments pas très hauts, 2 étages maximum, et vraiment typique de la campagne américaine. C'était hyper dépaysant, très Main Street USA des temps modernes en vrai. Ça me fascine, il y a des décors de l'époque de la rue Everlord comme ça dans la rue ici. On a ensuite filé vers Canyon City pour aller jusqu'à Royal Gorge Bridge, qui est un pont surplombant un canyon, mais en voyant l'heure, je me suis dit qu'on n'arriverait jamais à temps car le parc fermait à 17 h. Donc on s'est arrêté à Gardens of the Gods pour un joli point de vue sur une partie de Colorado Springs et il y avait un visitor center très bien fait d'ailleurs. Ça donnait un petit peu envie d'y aller pour faire une rando, mais c'était pas le plan du jour. En continuant, on est passé devant une prison qui faisait pas du tout rêver, clairement, et on est arrivé à Royal Gorge. Au final, on pourra pas traverser le pont, mais on regardera le coucher de soleil depuis cette rive. C'était très très beau quand même, et quelque part, ma peur du vide a été préservée sur ce coup. On fera quand même attention car le dénivelé était hyper important et il y avait des fourmis rouges pas loin, et la vue sur la gorge et sur le fleuve Arkansas en contrebas m'ont consolé. C'était un joli premier coucher de soleil. En repartant, on est tombé sur ces petites biches trop mignonnes. Ça c'est le truc trop cool ici, elles se baladent comme ça en liberté, vous verrez que parfois elles sont même en pleine ville, c'est adorable. On est sur le 2e jour de ce road trip, je vous ai pas filmé la fin de la journée hier, enfin à part le coucher de soleil. On était allé, après on a pris la voiture pendant 1 heure, on a roulé jusqu'à Salida, qui est une ville historique ici du Colorado. On a pris notre chambre dans ce motel. Voilà. Sur le papier, il est très mignon comme ça, c'est le Circle Air. Voilà, c'est un motel. Hein. Bon, après, il fait moins flipper en vrai 2 jours que hier by night. En soi, les parties, elles sont super sympas. Je veux dire, ce petit truc là, c'est grave mime. Là, il y a une voiture de collection devant en mode anciennement station essence. Ça, c'était un néon. Hier soir, c'était allumé. Voilà, en soi, c'est pas mal, hein. Mais la chambre,
Oh, franchement, je vous ai pas filmé, c'était un scandale. Enfin, ça va, les lits étaient propres, quoi. Mais je veux dire, il y avait des cadavres d'insectes près de la fenêtre. Tu sais que tu payes pas cher, donc voilà. Mais alors, les murs, du papier. Du papier, je veux dire, on entendait le film que les gens étaient en train de regarder à côté, comme si on était avec eux dans la pièce. Donc clairement pas le meilleur hôtel qu'on aura fait là sur ce séjour. Genre hier on était en hostel, donc un peu système auberge de jeunesse, et c'était genre 100 fois mieux que ça. T'es allé faire des courses hier soir à Walmart vite fait pour le petit déj ce matin, histoire de pas lâcher à chaque fois 15 ou 20 $ par petit déj. Enfin, à un moment on a 2 semaines à faire, ça chiffre assez vite quand même si on fait ça. Et là on va aller faire un tour dans la partie historique de la ville avant de partir faire une ville fantôme. Ce matin il me disait Yo qu'il y en avait 250 dans le Colorado. On va en faire qu'une hein, aujourd'hui. Et après ça on prend la route pendant 3 heures pour aller jusqu'à, on va s'arrêter au milieu, mais pour aller jusqu'à Durango qui est notre stop de ce soir. Parce que demain matin, on fait un truc juste trop cool. Donc en tout cas, voilà le programme de la journée. Salida, ça a été un méga coup de cœur sur ce road trip. La ville est connue pour son fall foliage, c'est-à-dire les feuilles aux couleurs de l'automne. Et je me souviens plus comment j'ai trouvé ça quand j'ai organisé mon road trip, mais quelle merveilleuse découverte. J'ai même versé ma petite larme devant ces couleurs sublimes. L'Arkansas qui coulait au cœur de la ville, la montagne surmontée d'un S comme le R de Radiator Springs dans Cars, ce qui au final, je vais me rendre compte sur ce voyage, est hyper typique des petites villes américaines de l'Ouest. Ces bâtiments aux briques rouges, les moulures sur les hauteurs, bref, c'était trop. J'avais mis mon chapeau, ma petite polaire à carreaux, ma grosse écharpe et mes lunettes oversize, j'étais trop bien, franchement, je me souviendrai à vie de ce matin-là. Et vraiment, la vidéo rend pas du tout hommage à la beauté du moment. Imaginez la lumière d'un matin d'automne et la petite fraîcheur qui va avec, des jolies feuilles jaunies et brunies par l'automne, le bruit de l'eau, et je vous laisse contempler ça 5 secondes, c'est tellement paisible. Petite ambiance Virgin River quand même, avec ce monsieur qui pêche à la mouche dans l'Arkansas, sous cette lumière sublime. Une carte postale le truc. Alors mais c'est tellement beau les gars. C'est des trucs que je vois genre littéralement sur Instagram depuis des années, ces couleurs là aux US. Tous les automnes c'est la même chose, je rêve de voir ça en vrai. Et là genre on y est. Et en même temps il y a cette espèce d'ambiance totalement frontier. J'arrive pas à croire qu'on est en train de vivre ça. Et là il y a un wagon. Tu crois que c'est un authentique de la ligne de train historique du Rio Grande. Je veux dire, c'est Frontierland en vrai. Je sais pas comment. Et ça fait que 48 heures qu'on est là. Hein. Mais je sais pas comment vous expliquer en termes d'émotion ce que ça me procure. C'est assez. Je sais pas. Non mais méga coup de cœur pour cette ville. Je m'attendais pas du tout à ça. Le pire c'est qu'on a failli genre tirer tout droit ce matin parce que j'étais tellement déçue par le motel que voilà. Mais qu'est-ce qu'on a bien fait d'insister. On vient de rentrer dans une boutique, j'appelle ça des boutiques traquenards. C'était une boutique de Noël de base, on allait juste pour voir. Et ça commence toujours mal en fait quand on commence comme ça, juste pour voir. Non mais attends, j'ai acheté un truc. J'ai acheté des boucles d'oreilles qui sont faites du coup ici aux États-Unis. Ça c'est un truc que j'essaie de faire gaffe au max. Quand j'achète des souvenirs auxquels je tiens vraiment, qu'ils soient faits aux US parce que sinon la plupart du temps ils sont faits en Chine avec écrit le nom de la ville, tu vois. Donc j'essaie de temps en temps, même si j'achète aussi ceux-là, hein, de temps en temps j'essaie d'acheter des souvenirs qui sont vraiment made in là où on est. Et donc là c'est des boucles d'oreilles qui sont faites ici, aux US, et voire même dans le Colorado. Et en fait ce sont des feuilles, donc des vraies feuilles d'arbres, comme celles sur lesquelles j'ai kiffé là ce matin, des couleurs de l'automne, et qui sont en fait traitées et en fait plaquées or. Donc j'ai acheté des boucles d'oreilles de vraies feuilles du Colorado en or. Je veux dire c'est ultime comme souvenir. Je suis trop refaite. Cette boutique c'était une boutique de Noël, donc c'est absolument pas un souvenir de Noël que j'ai acheté. Voilà, je trouve ça trop cool comme petit souvenir de cette ville sur laquelle j'ai trop kiffé là ce matin. Encore un pipou. Après les gens vont croire au film chez eux. Hein. Regarde ça. Trop mignon. On a repris la route en direction de Saint Elmo, une ville fantôme au nord-ouest de Salida, et la route était juste sublime. On a vu les Rockies du Colorado au loin, le ciel était d'un bleu vif, les arbres avaient une couleur incroyable. On a mis 1h30 à arriver là-haut tellement on s'est arrêté pour profiter des points de vue, et c'est d'ailleurs ici que j'ai fait la photo en miniature de cette vidéo. Je crois qu'on va jamais s'en remettre. Bah, je crois que c'est des plus jolies routes que... Regarde, non mais rien que ça. Regarde ça. Oh là là. Je veux dire, t'as même pas besoin de mettre de mots sur ça en fait.
Ça parle de... Non mais je veux dire, oh mamma mia. Bon, j'ai arrivé à destination. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ce plan? Franchement. On est arrivé à Saint-Elmo, c'est une ghost town donc qui, comme la plupart des ghost towns aux US, est aussi devenue un lieu touristique. Là ça a l'air de consister surtout en une rue, en l'occurrence celle-là. Voilà. Donc je pense qu'on va faire toute la rue et puis après on va redescendre parce qu'on a 3 heures de route qui nous attendent pour le reste de la journée. Je suis rentrée dans le General Store de la ville. C'est un musée en fait le truc, alors ils les vendent, mais ils ont plein d'objets de l'époque, voilà. Enfin, et c'est assez dingue, enfin je veux dire, il y avait des clous, des chemins de fer, il y avait des outils qu'ils utilisaient pour fermer les bottes. Je viens de voir le petit musée là qui retrace l'histoire de la ville. En gros c'est Saint-Elmo, du coup là où on est. C'est une ville qui a été construite en 1880 et qui en fait a une vie très courte, de 1880 à 1890 pour le plus gros de la vie de la ville. Et parce qu'en fait elle a été détruite dans les années 1890 par 2 gros incendies qui ont en fait rasé, détruit la majorité des bâtiments. Et il y a eu jusqu'à 2000 habitants quand même ici, dans le pic, et la plupart des bâtiments qui restent là aujourd'hui, ils ont été construits en fait entre 1890 et 1895. Voilà. Genre là, tout ça, là où il y a des trous aujourd'hui, ici, en fait, hop, il y avait des bâtiments et en fait la majorité ont été détruits dans des incendies. Ce qu'on a du mal à imaginer quand on voit ce qui reste aujourd'hui parce qu'en fait c'est vraiment tout petit. Et c'était en fait une ville qui vivait de la mine en fait, que ce soit l'or ou l'argent. Mais voilà, du coup pour la petite histoire, comme ça moi je m'en souviendrai et puis comme ça vous savez. Tout est tellement scénique, tu vois. Enfin, je veux dire, le moindre détour de rue, tu vois, devient un fond photo quoi. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup le foliage, voilà, toutes les couleurs sont déjà un petit peu parties ici. Mais la dame tout à l'heure de la boutique de Noël, elle me disait que c'est quelque chose qui dure 3 semaines et après ça disparaît. Et je suis trop contente d'avoir bien visé pour être dans ces 3 semaines. Bon, maintenant il faut que j'arrive à retrouver mon frère, sachant qu'on a 0 réseau ici, donc on peut même pas s'appeler pour savoir où on est. Lost in the woods, mais alors complet hein. Je l'ai retrouvé à l'entrée de la ville avec les chipmunks. Il y avait une petite place où les chipmunks venaient manger des graines qu'on pouvait acheter au General Store juste en face et ils montaient sur nos mains comme ça, sans problème. C'était trop kiki comme moment. Et puis on est parti en direction de Durango. On avait 3 heures de route, mais alors quand la route ressemble à ça, tu la vois pas passer franchement. On a encore profité des belles couleurs avec les bouleaux, on a encore vu des petites biches, et puis ces lignes droites là à perte de vue avec juste la ligne jaune comme garde-fou, c'est so American ça aussi. À un moment, quand même, on a eu faim, alors on s'est arrêté dans un barbecue sur la route. À la base, on pensait qu'ils faisaient des ribs et des steaks. C'est pas grave, du coup, pas du tout. Mais ce sont des brasseurs, et du coup, ils font plein de bières différentes et on peut composer son pack. Et en fait, il y avait une bière d'Halloween. Donc, on va goûter ça. J'adore ce que je vois. C'est tellement, en fait, c'est tellement dépaysant. Je suis venue plusieurs fois hein, déjà aux États-Unis. Mais c'est tellement pas l'Amérique que j'ai vue pour l'instant. C'est un pays qui a tellement de variété dans ses paysages, dans ce qu'il y a à voir, à faire. C'est assez incroyable. Et j'avais fait quasiment que des grandes villes jusque-là. Et là vraiment c'est cool parce que c'est complètement autre chose. Il y a encore un D là-haut pour le nom de la ville. J'adore, c'est tellement typique. Je trouve ça génial. Parce que la ville du coup on est arrêté. C'est Del Norte. On a roulé encore un peu avant de s'arrêter sur un nouveau point de vue, Weminuche Wilderness, et je vous laisse juger de la beauté de cette vallée. C'était la Golden Hour en plus, et avec ses couleurs, c'était juste sublime. Après ce point de vue, on avancera encore un petit peu, mais... Ok, donc on s'est arrêté sur le chemin pour aller à Durango, dans une petite ville. J'avais dû éclater, j'ai le jet lag qui me tape encore.
dans une petite ville qui s'appelle Pagosa Springs. Et en fait, et c'est pas la première qu'on croise comme ça ici dans le Colorado, et il y en a même ailleurs, hein. Ce sont des sources chaudes. Donc en fait, il y a des sources chaudes dans la ville. Et là, en fait, il y a cette fontaine. Attendez, je vous explique quand même. Il y a cette fontaine là. Non mais moi, j'ai pas l'habitude de ce truc là. Et en fait, je me dis, attends, je vais tester si genre elle est chaude, tu vois. Et l'eau est brûlante. C'est... Bon, ça sent un peu... ça sent un peu l'œuf, hein, quand même. Mais waouh, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'elle allait être glacée. Waouh. Du coup, je veux absolument descendre. Parce qu'en fait, il y a des gens là en bas qui sont genre posés dans l'eau. La ville est trop mignonne, elle est super belle. Non, franchement, c'est trop cute. Et comme on n'a pas d'impératif à part le check-in ce soir à l'hôtel, bah je me suis dit, vas-y, on s'arrête, tu vois. Non mais les gars, du coup, on est allé tremper nos pieds. L'eau, elle coule de là, là-haut, comme ça. Là, c'est bouillant. Tada. Et alors, ce qui est ouf, c'est que genre j'ai les pieds complètement dans l'eau hyper chaude. Et ça, derrière, là, c'est glacé. J'aurais jamais cru que cette journée allait tourner comme ça. Mais t'es un malade. T'es un malade. T'es un ouf. Et tourne pas, hein. Wow. Ce qui est quand même super cool, c'est que nous on a pu accéder à cette partie-là qui est gratuite et il en reste encore parce qu'en fait il y a en face de moi tout un resort qui a été aménagé à partir de ces sources chaudes du coup. Et en fait on a traversé le pont là-bas et franchement ils ont l'air d'être trop bien. Mais autant vous dire, enfin, genre une fois dans ma vie je veux aller me poser dans un truc comme ça quoi. Nouveau life goal débloqué, hein. C'est juste incroyable. S'il y a un truc comme ça qui existe en France, franchement les gars, faut me le dire, dites-le moi en commentaire. Parce que là c'est juste trop bien. Après ça, direction Durango, sans stop cette fois-ci. On fera le check-in à l'hôtel qui était très clean et vraiment nickel cette fois-ci. Et on est allé manger dans le restaurant d'un hôtel historique de la ville qui date de 1887 quand même. Et on est tombé sur ça. Non mais sérieux, c'était Frontierland, en vrai, c'était génialissime comme moment. Et alors, je les ai pas filmés, donc faudra me croire sur parole, mais les serveuses étaient en tenue d'époque. Bustier, tutu, plumes dans les cheveux et tout, hein. J'avais pris un meatloaf, j'adore ce plat familial américain. Vraiment, je prends ça à chaque fois que c'est à la carte quand je vais aux États-Unis, notamment au 50th Prime Time de Walt Disney World. C'était hyper bon. La déco du lieu était sublime, des boiseries au lustre et le plafond en bas-relief. Le cachet historique était là. Un véritable morceau de l'histoire américaine et c'est ça que j'étais venue chercher ici. J'étais trop heureuse. On est sur la 3e journée de ce road trip et on est en train de vivre un truc exceptionnel. Genre en fait je suis tombée dessus complètement par hasard sur internet et quand j'ai vu ça, honnêtement c'est quasiment juste pour ça qu'on fait un détour par le Colorado. En tout cas c'était à la base. On est dans un véritable railroad historique qui nous emmène dans une mine d'argent. Les paysages sont incroyables. On est dans les couleurs de l'automne. C'est magnifique, c'est incroyable. Le Durango et Silverton Narrow Gauge Railroad est un train qui relie les deux villes de Silverton et Durango depuis 1882. On fait littéralement le même trajet que les pionniers du 19e siècle. Imaginez le truc, c'est oufissime pour moi de vivre ça. Parce qu'il y a la théorie à Disneyland et puis il y a l'histoire avec un grand H. C'était dingue. Pour ce trajet, on avait le choix entre plusieurs classes et on aurait pu prendre une voiture fermée. Mais sérieux, l'intérêt majeur de la balade, c'est la vue et le son du train, je veux dire. Le
trajet dure donc 3h30 et au fur et à mesure qu'on monte, le paysage change, devient plus froid, plus rocheux. On aperçoit aussi la rivière Animas en contrebas sur une bonne partie du trajet et c'est hyper beau. En plus, ce jour-là, la météo était avec nous, en tout cas jusqu'à la fin de l'après-midi, et vraiment, le moment était incroyable. Les 3h30 passent très vite quand on en prend plein la vue comme ça. On passe parfois très près des rochers, donc faut bien faire attention et garder les bras et mains et tête à l'intérieur du véhicule. Et à l'arrivée, on passe 2-3 heures seulement à Silverton, principalement pour manger et acheter quelques souvenirs. Mais comme on était en fin de saison, il y avait beaucoup de restaurants qui étaient fermés. La ville n'a plus rien de vraiment authentique en réalité, c'était très touristique avec les mauvais côtés que ça implique parfois en termes de service. Et contrairement à Durango, plus bas, qui bien que touristique aussi, parce que c'est une station de ski et de sources chaudes en hiver, a su garder une ambiance assez cosy et authentique. Silverton est pour moi une escale sans saveur pour le coup. Pour les plus pressés, il est possible de redescendre en bus si on veut gagner quelques heures, mais j'avais bloqué cette journée pour cette activité, donc on est redescendu en train, tranquillement, à Durango. Il nous reste un quart d'heure avant d'aller reprendre le train. Je suis un petit peu déçue en vrai de cette étape. Enfin, moi je pensais qu'il y aurait un caractère vraiment historique, et en fait je pense qu'il y en a un, c'est peut-être qu'on a peut-être pas assez le temps. En fait, le temps que tu passes finalement à la boutique, même si on n'y a pas passé pour le coup longtemps, je vous vois venir, que tu te prennes à manger, etc. En réalité, 2 heures, ça passe quand même très vite. Je pensais voir des... Voilà, plus un peu comme ce qu'on a fait hier à Saint-Elmo, avec des vestiges vraiment historiques de la mine d'argent, etc. Mais en fait, on n'en a pas du tout vu, quoi. Donc vraiment, l'intérêt en fait de cette excursion, c'est vraiment le train. Mais l'escale en elle-même... Bon, après on arrive un petit peu... Il y a un drone là qui me passe au-dessus, non? Oui. on arrive hors saison... Enfin, sur la fin de la saison. On arrive sur la fin de la saison parce qu'en fait, là, à la fin du mois d'octobre, le train arrête de circuler comme ça. Il se transforme en Pôle Express, il y a une version de Noël, qui doit être d'ailleurs assez cool. La saison est déjà terminée en fait, il y a écrit merci pour cette belle saison et puis salut quoi. Donc du coup... Voilà, c'est aussi pour ça peut-être que je l'ai un peu... Bref, que je suis pas entièrement, très séduite par la ville. Maintenant, l'excursion était telle que c'est pas très grave, enfin ça va pas me gâcher ma journée en tout cas. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir un peu plus de trucs historiques quand même. C'est voilà, on n'a pas l'authenticité qu'on avait hier, donc ça c'est un peu dommage. Voilà. J'ai vraiment adoré cette balade en train à vapeur, j'ai totalement réalisé un petit rêve ce jour-là, j'avoue. Les bruits, les paysages, les couleurs et la déconnexion sur le moment, parce que du coup t'as pas de réseau, ont fait de cette activité un merveilleux souvenir. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien vers l'expérience en barre d'infos. On est de retour à Durango, du coup. Donc le train est arrivé à 6h15. Et du coup, là on va faire un petit tour du centre-ville parce que demain on part assez tôt. Donc on n'aura pas le temps de le faire demain matin. Bon, le seul problème c'est que la plupart du temps, dans toutes les villes qu'on a fait jusqu'à maintenant, tous les magasins fermaient à 17h. Donc là, ça a l'air d'être un peu la même. Il n'y a pas grand chose d'ouvert. Mais bon, on va quand même faire un petit tour de la ville pour la découvrir un petit peu plus parce qu'on n'en a pas vu grand chose au final. Ça c'est là où on a mangé hier du coup. Et on va aller découvrir un petit peu par là-bas. Ah t'as vu, il y a un petit trolley, regarde. C'est mignon. Franchement j'ai trop kiffé Durango. En voyant ces images, je me dis que vraiment le Colorado, j'ai trop envie de creuser davantage parce que le mood était vraiment hyper sympa. Et comme je l'ai dit, Durango c'est une station de ski en hiver et il y a des sources chaudes pas très loin aussi. La ville est historique donc il y a pas mal de statues, de plaques commémoratives, les bâtiments du centre-ville sont typiques du 19e siècle américain. Et j'adore, franchement je m'y sentais hyper bien. J'aurais voulu avoir plus de temps pour en profiter mais bon, on avait un timing. C'est donc l'excuse toute trouvée pour renouveler l'expérience dans quelques années. On a fini par manger un petit burger dans le centre avant d'aller encore une fois à Walmart, mais cette fois-ci pour faire nos courses de camping parce que demain on change d'état et on campe. Allez, c'est parti pour la mission Walmart. On va acheter la tente du coup et à manger là pour... On a 2 jours de camping. Et vous le faites pas forcément vous quand vous partez aux US parce qu'on est dans des cadres à chaque fois très fermés quand on est à Disney, que ce soit en Floride ou en Californie. Mais voilà, Walmart ça fait un peu partie du délire américain donc moi j'aime bien, à chaque fois je passe là de manière. Et en plus j'ai plein de trucs que je ramène en France. Bref, allez, on va chercher le... C'est Outdoors and truc là. On a dit... On n'avait pas dit celle-là là 39 Ouais. 4 personnes. Attends.
On va prendre le time de regarder la notice d'instruction. Genre si on voit marqué 4 heures. Sinon, il y a celle-là, regarde, à 29. Pour 3 personnes. Ouais, pas mal celle-là. Non, parce qu'il y a quand même 9 chances sur 10 pour qu'on puisse pas la ramener. Hein. Donc, voilà. Idéalement, on va essayer de pas prendre un truc qui nous coûte un rein. En plus, t'as vu la taille, ça rentre dans une valise. Je suis sûre on peut la ramener. L'autre truc on sait pas encore si on va en prendre un. C'est un matelas. Là, pour le coup, se pose vraiment la question du bagage quand on rentre. Parce que, en fait, pour vous expliquer, on a déjà pris les sacs de couchage. D'ailleurs, heureusement qu'on l'a fait parce que là, ils ont pas ce qu'on a pris. Et en fait, on en a pris avec un intérieur en flanelle, donc pour avoir bien chaud. La nuit dans le désert, que ce soit à Grand Canyon ou à Monument, on va quand même avoir froid. Ah bah du coup, c'est ça là, voilà. Bon, ça, c'est ceux qui sont pliants, parce que ça, c'est quand même 35 balles, quoi. Puis il y a ça, vraiment, la version cheap, c'est 14 balles, le vieux tapis en mousse. Ça vaut 5 balles à Decathlon. Vraiment incroyable parce qu'ils ont vraiment tout le matos. Entre les sacs de couchage où t'as un choix de ouf, les matelas, les lits d'appoint aussi, vraiment les matelas gonflables, les tentes à côté du coup comme on a acheté, les tables, voilà aussi, les chaises donc, tout ce qui est réchaud aussi. Enfin vraiment, même quand t'arrives comme ça dans l'international et que t'as absolument zéro matos et que tu veux aller camper dans les parcs nationaux, bah du coup c'est possible parce que tu peux tout trouver à Walmart. Non mais sérieux, enfin il y a même des armes chez Walmart. Ça c'est les États-Unis, tu vois. Donc il y a aussi tout un rayon de glacières, de sacs isothermes. Ça c'est plutôt pratique. Là on n'en aura pas besoin parce que la nuit il fait quand même assez froid, donc en termes de prix, bon voilà, on est sur ce genre de prix là. Petite ref à ceux qui ont vu ma vidéo sur le secret de Marvel, regardez la colle Gorilla, du coup il y a un secret dans l'attraction de Web, du coup, qui fait penser à cette marque-là. Non mais attendez, j'ai perdu mon frère. Je pense que il n'y a pas pire que de se perdre dans un Walmart quand tu n'as plus de téléphone. Et du coup, je suis arrivée dans la partie jardin. Il y a toutes les décos de Noël qui sont mises en place. Faut que je sorte ici. Oh non mais attends. Ça c'est so américain. Je veux dire. On avait besoin de coton-tige, s'il te plaît. Le plus petit que j'ai trouvé c'est ça. 300. Sinon c'est 500. 750. Est-ce qu'on va rentrer avec 300, enfin 280 coton-tiges en France? Tout à fait. Il y en a un dinosaure. Ceux-là ils sont pas bons. Il y en a un kraken. Est-ce qu'on est des victimes du packaging? Totalement. C'est $1 en plus, il y a des tubes bébé sauce. Tu petit. Sauf teriyaki. Regarde creamy buffalo. Pour les amateurs de pumpkin spice, ils les vendent comme ça en sachet. Bon, il y en a 22, il y a 22 doses dedans et c'est quand même $14. C'est moins cher d'acheter un tapis comme ça là, tu vois. Un matelas pour le camping. Un matelas pour le camping. Donc déjà tu galérais à rentrer. C'est tout ce que je voulais dire. Couchage dans tes valises. C'est tout ce que je réfléchis à acheter un tapis 4x6. Bon. Allez, c'est parti. Vamos. On va payer. La mission Walmart, c'est fait. On a pris une tente, de quoi la fixer. On a pris à manger et on en a eu pour $90 en tout. Et on a pris les sacs de couchage. On en avait eu pour $20 je crois chacun, parce qu'ils étaient en promo, donc en tout pour le budget camping on est sur on va dire $140 à peu près, ce qui est quand même ça va, plutôt raisonnable. Le lendemain matin, on quitte le Colorado et on prend la direction de Monument Valley dans l'Utah. Très rapidement, le paysage change, la verdure disparaît progressivement et laisse place au désert. On fera quand même une halte dans un Denny's sur le bord de la route pour un café et un petit déj rapide avant de reprendre la route. On a 3 heures de route devant nous avant d'arriver à Monument Valley et un rendez-vous à respecter car on a réservé une visite guidée sur place. On a toujours notre amende, hein. Il faut qu'on paye. C'est vrai. On a 14 jours. On a 14 jours? Ouais. Bon, on a pris nos cafés à emporter. Nos merveilleux cafés américains. Arrête la musique, je vais être démonétisée là. Ah oui, c'est vrai.
Bon. Attends, parce que j'allais vraiment parler de l'amende en mode comme si... Hey mec, c'est comme si fallait pas qu'on paye une amende. On a 14 jours, c'est bon. Tu me fatigues. Bois donc ton merveilleux café américain qu'on a pris à emporter. C'est vrai que c'est dur. Voilà. Ah. Donc, bon, et moi j'avais pris la version genre café glacé avec de la crème vanille, enfin bref, un truc un peu plus soft. Non mais parce que vraiment le café américain c'est pas possible. C'est pas possible. Moi je bois des espressos toute la journée, je peux pas boire ça. Donc bref, on s'est arrêté dans un Denny's. Denny's c'est une chaîne américaine très cliché, mais voilà c'est le truc qu'on voit tout le temps dans les films. Mais c'est pas ouf en vrai. Là c'était vraiment, on est vraiment rentré juste parce que dehors c'était joli et que t'avais envie de rentrer. Exactement. Mais de moi-même j'avoue je vais plus dans ces trucs là. Ce qui est bien c'est que c'est 24/24. Oui par contre voilà. Mais c'est pas ouf. À choisir en termes de chaîne petit-déj, je préfère. Et encore IHOP, ça a perdu aussi un peu, je trouve. Mais je préfère IHOP. Denny's, je crois que c'est vraiment pas ouf du tout. Voilà, la preuve, on a payé 20$ pour tout ce qu'on a pris. À un moment donné, voilà, tu payes pour ce que t'as. Donc, bref. Donc, on reprend la route. Vas-y. Franchement, même quand tu prends les gros cafés américains chez Starbucks, c'est mieux. Et il y avait un Starbucks limite en face. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on a fait un truc voilà, qu'on n'a pas en France. Et tout à coup, tout devient rouge. Le sol, les montagnes, et au loin on aperçoit les premières formations rocheuses spécifiques à l'Utah, les Mesas. Ce sont des montagnes dont le sommet est un vaste plateau. Et là, on n'aura pas le temps de s'arrêter, mais vous aurez peut-être reconnu la route sur laquelle Forrest court dans Forrest Gump. C'est juste dommage que la météo soit pas top à ce moment-là. Après une toute petite pluie et quelques miles, nous voilà arrivés aux portes de Monument Valley. Le lieu est géré par les Indiens Navajo, donc payant, et non inclus dans le pass America the Beautiful, dont je vous reparle plus tard dans cette vidéo. Ici, on paye en rentrant et toute sortie est définitive. Notre campground fait partie du resort, The View, qui donne sur Monument Valley, donc on est tranquille jusqu'à demain matin. C'est l'heure du cheval. Les chevaux sont juste là. Bon, alors je suis entre guillemets rassurée, parce que du coup on est 4 là sur ce tour, et le monsieur et son fils n'ont pas non plus jamais fait de cheval de leur vie. Donc je serai pas seule à être en galère, ce qui est plutôt pas mal. Et les chevaux, tu seras gentil avec moi, hein. S'il te plaît, hein. Tu me fais pas tomber. Ni toi, ni toi. Ni toi, ni toi, s'il te plaît. Me faites pas tomber les gars. Oh, punaise. En plus j'ai signé une décharge comme quoi j'acceptais de pas mettre de casque et de garder mon chapeau. Parce que sinon tu mets un casque. Voilà. Et c'est parti pour 2 heures de cheval au cœur de Monument Valley, avec un guide local qui nous amène au plus près des montagnes sacrées de la vallée. L'expérience est visuellement juste exceptionnelle, et encore, on n'avait pas la meilleure des météos à ce moment-là, mais franchement, ça n'avait aucune importance en fait. Il y a des tas de façons de profiter de la vallée, à pied, en voiture, en camion ou juste depuis la terrasse de The View, mais faire un tour à cheval, aussi touristique soit l'approche, c'était quand même assez dingue. Non mais, je veux dire, regardez ce truc de dingue que je suis en train de vivre, qu'on est en train de vivre. On est à Monument, façon cow-boy. J'ai jamais fait de cheval de ma vie. Et pourtant. Non mais c'est... Putain mais je veux dire, regardez-moi cet arrière-plan. Alors, l'essentiel de l'expérience repose sur le fait qu'on est à cheval dans Monument Valley. La partie guidée est assez superficielle et légère, surtout si on ne pose pas de questions et si on n'est pas dans une démarche de discussion avec son guide. Et là aussi, ça va dépendre du guide sur lequel on tombe. Maintenant, celui-ci nous emmène quand même sur des points de vue très très canons, et pour les fans de western et de l'ouest américain fantasmé, c'est une expérience exceptionnelle. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos vers le tour qu'on avait réservé, car vous êtes déjà quelques-uns à m'avoir posé la question sur Insta. J'ai survécu au tour à cheval et on a récupéré, du coup on a fait notre check-in pour le camping. On va avoir cette vue là. Donc par contre on n'a pas de feu, donc on pourra pas faire de chamallow. Ça c'est notre tent site, c'est là qu'on va installer la tente. Et ça c'est la vue qu'on va avoir ce soir au coucher de soleil et demain matin au lever de soleil. Et c'était 52 $. Alors on va au Visitor Center du coup et à la partie hôtel de l'hôtel The View. Donc l'hôtel The View c'est un hôtel qui est hyper connu
pour ceux qui viennent à Monument de Vallée. Et il est divisé en 3 parties. Il y a la partie hôtel, avec des chambres qui sont pour le coup, en général, à booker quasiment 1 an avant, autour de 300 $, un truc comme ça la nuit. Ensuite, il y a la partie cabine, c'est un peu comme les bungalows du ranch à Disney. Et il y a la partie campground, où en gros, soit on vient avec un camping-car, soit on a du coup sa tente, ce que nous on a fait. Le campground, on était, comme je vous l'ai dit, à 50 $. Et puis surtout, nous on a opté pour ça parce que vu que j'ai préparé le voyage il y a 1 mois, ce qu'il ne faut pas faire, bah évidemment, tout était sold out. Bref, voilà la vue incroyable devant laquelle on va rester là toute l'après-midi. Je veux dire... Le Visitor Center et l'hôtel sont tous les deux dans le même bâtiment. On n'a pas tellement passé de temps au center, c'était vraiment juste quelques photos et un guichet pour les visites guidées, je crois. On a passé pas mal de temps dans la boutique en revanche, où les prix étaient super élevés. Je me rends pas compte de si c'est parce que les produits vendus sont authentiques, fabriqués main par les Indiens, ou s'il y a quand même une part où ils profitent du fait d'être les seuls sur place et gonflent un peu les prix au passage. Peut-être un peu des deux. Globalement, il y a des souvenirs pour tous les budgets, et c'est vrai que les souvenirs vraiment locaux coûtaient rapidement quelques centaines de $. Les gars, les tentes Walmart, c'est incroyable. Faut absolument qu'on ramène ce truc en France. C'est sûr, on la laisse pas là. Si on avait des doutes à un moment donné ce matin, on n'en a plus. Regardez ça. On a monté, franchement on a mis combien de temps? 10 minutes? Ouais. Bien scellé. On a notre petit truc imperméable. Tac. Parce que comme il y a de la pluie là-bas, avec la chance qu'on a, on va se taper la pluie ce soir. Et regardez notre tente comme elle est. Trop cool. Combien on a payé déjà? Et là on va mettre nos petits sacs de couchage. Finalement comme c'est du sable, bon normalement ça devrait aller. Trop bien. 29,95 $. Trop nickel. Avec la petite moustiquaire là. Genre si on veut ouvrir et avoir juste la vue. Trop stylé. Et la vue, je veux dire, la vue, c'est ça. Genre on se lève. Hey, tu mets pas du sable dans la tente hein? Non. Regardez ça. Je suis tellement contente, c'est vraiment cool. Après ça, on est parti à pied cette fois-ci sur le trail qui part du Visitor Center. Celui-ci passe en plein milieu de Monument de Vallée, loin de la scenic route empruntée par les voitures, et donc on avait vraiment cette sensation d'être seul dans la vallée à ce moment-là. En plus c'était un lundi soir en octobre, donc on n'était vraiment pas nombreux pour le coup sur le site de toute manière. La nuit est tombée sur Monument, complètement. Je veux dire là je suis au niveau des salles de bain et toilettes, des facilités. J'ai pris, je sors de la douche. Et les douches étaient très bien, franchement. La douche était même avec plus de pression que celle du motel d'hier. Et c'est face donc à la partie du campsite. Et là-bas, vous verrez pas parce que ça passera pas dans la vidéo, mais ce sont donc du coup les 3 montagnes de Monument de Vallée. Et alors on voulait faire un feu au niveau du barbecue là-bas qu'on avait vu plus tôt dans l'après-midi, mais il y a énormément de vent là ce soir, donc du coup c'est pas possible. C'est dommage, c'est un peu frustrant. C'est tout pour le moment. Non, j'ai un peu faim et puis je suis un peu crevée parce que la fin du trail là était bien fatigante, parce que c'est bien beau de descendre dans la vallée, mais après il faut remonter hein. Ah non mais là je viens de flipper ma race. Alors là je vous explique. Oh mon Dieu. Ok. Je viens de croiser un coyote. Voilà, c'est tout. C'est tout. Autant vous dire qu'une fois que je rentre dans la tente, je n'en sors plus. En plus la taille du truc. Maman, il est arrivé de là-bas. Genre, quel train. Putain, j'ai flippé ma race. Et le lendemain, j'avais mis un réveil super tôt pour assister au plus beau lever de soleil que j'ai vu de ma vie. Ce matin, on a de la chance, le ciel est dégagé, le soleil est de la partie et tout de suite le paysage est sublimé. La nature et les paysages de ce pays sont quand même vraiment magnifiques. À ce moment-là, je réfléchis peut-être un peu trop, mais je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour le passé du lieu. Imagine un peu, t'arrives et tu découvres ça pour la première fois. Imagine la vie au XVIIIe siècle alors que le pays se construit petit à petit. Il y avait des diligences qui passaient là. Ça devait être complètement fou.
de rouler au milieu de ces formations. Avant de partir en voiture sur la Scenic Route, on viendra faire un tour sur la terrasse de l'hôtel The View et prendre un café avec vue sur la vallée. L'hôtel est vraiment très connu et les chambres qui offrent toute une vue sur Monument Valley sont très rapidement complètes. Faut réserver 6 à 9 mois à l'avance selon la période de votre visite si vous souhaitez y dormir. Il y avait même un point de vue John Wayne, point de vue qui était a priori le préféré de l'acteur pour profiter de Monument. Pour ceux qui connaissent pas John Wayne, c'est un acteur américain qui a joué dans de nombreux westerns à l'âge d'or de ce style cinématographique. Après ça, on replie tout et on prend la Scenic Route qui sillonne à travers tout Monument Valley et qui nous emmène jusqu'à de l'autre côté des 3 montagnes sacrées. En route, on passe devant les autres monuments de la vallée, dont chacun porte un petit nom, et est indiqué sur la route comme les 3 sœurs, le pouce, l'éléphant et plein d'autres encore. Il y a aussi des vendeurs et vendeuses de bijoux indiens sur la route à plusieurs endroits. Attention cependant, la route est hyper sportive et seuls les 4x4 et les SUV supportent vraiment de s'y aventurer. Véridique, on a vu une berline s'enliser et je vous dis même pas comment elle a galéré après pour repartir. Comptez environ 3 heures pour ce parcours en voiture quand même, qui est le seul moyen de voir tous les monuments de Monument Valley. Donc on s'est engagé dans la Scenic Drive. Et alors ce qui est absolument pas rassurant, donc il faut savoir qu'il y a quand même plein de stops là. Voilà, nous pour s'arrêter, pour les points de vue, nous on s'arrête pas forcément parce que on va à Grand Canyon tout à l'heure, donc voilà. Mais on peut descendre à chaque fois et s'arrêter. Et regardez le panneau. Voilà. Tadam. Bon, ça va. Voilà. 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 Je crois que vraiment les serpents et les scorpions, c'est le truc qui me fait le plus flipper sur ce voyage-là. J'ai absolument pas envie de... Après ça, on a repris la route en direction d'un autre monument de l'Ouest américain, Grand Canyon. Sur le chemin, on s'arrêtera à mettre de l'essence dans une station dont le nom et le logo ont totalement inspiré Pixar pour Dinoco dans Cars. Et d'ailleurs, il y a un truc génial dans les stations aux US, c'est le fait de bloquer la poignée de la pompe qui tient toute seule pendant qu'elle remplit le réservoir de ta voiture. C'est pas grand chose, mais c'est grave pratique en vrai. Au passage, je laverai aussi un peu le pare-brise envahi par le sable de Monument Valley et on roulera environ 3 heures avec la route à perte de vue encore une fois et des paysages désertiques jusqu'à notre arrivée à la rive sud de Grand Canyon où l'on retrouvera un petit peu de verdure. Nous, on s'est arrêté sur la rive sud, mais il y a plein d'autres endroits d'où tu peux voir le Grand Canyon en vrai. La rive sud, c'est juste celle qui est la plus facile pour les randonnées. Nous, on arrivait de Monument, donc c'était aussi celle qui était le plus près. Et donc, selon où vous serez, vous n'aurez pas exactement ce point de vue-là, mais ça sera incroyable quand même, parce que Grand Canyon, c'est juste une des plus belles choses que j'ai vues sur Terre. Vous l'avez d'ailleurs vu sur mon Insta l'année dernière, j'étais pas du tout prête pour cette vision, et j'en ai eu les larmes aux yeux. Je suis passée au gift shop. Déjà, j'ai acheté la plaque Grand Canyon, qui était à 8$. J'en ai pas pris hier à Monument parce qu'à Monument c'était 15 balles et en plus c'était moche. Et j'ai acheté surtout le truc que je voulais vous montrer parce que bon, les souvenirs on s'en fout un peu, mais ce que je voulais vous montrer surtout, ça je l'avais vu sur Insta et en gros c'est un passeport pour tous les parcs nationaux américains et tu peux du coup faire tamponner, donc c'est par région, voilà, c'est divisé en 5 parties. Hop, et on fait tamponner en fait à chaque fois qu'on visite un parc américain. Enfin on fait tamponner, on tamponne tout seul. Mais et en gros on achète le timbre qui va avec et on ajoute le tampon avec la date de la visite et éventuellement des commentaires. On est parti pour visiter plusieurs parcs nationaux. Alors tout n'est pas classé parc national. Par exemple Monument Valley où on était hier, c'est pas considéré comme un parc national, c'est un monument certes, mais c'est pas considéré. Enfin voilà, il y a une liste de parcs nationaux officiels et Monument n'en fait pas partie. Il y a d'autres choses en Utah qui en font partie, mais Monument n'en fait pas partie. Joshua Tree, où on était il y a 2 ans, pour le coup, en fait partie. Donc là j'aurais pas le tampon, c'est dommage parce que pour le coup, bah voilà. Mais je ne savais pas à l'époque que ça existait. Et du coup voilà, ça donne ça. J'ai mon petit, parce que ça c'est notre point d'observation. La tour est juste là, voilà. Tac. Et donc mon petit stamps avec la date du jour. Voilà, ça vaut 12,95$. Le petit sticker ça rajouté c'était 4$. Et il y a un autre truc aussi que je voulais vous montrer parce que je sais que certains d'entre vous voyagent avec leurs enfants. Il y a ça qui peut être récupéré gratuitement soit au gift shop, soit au visitor center. C'est en gros un petit cahier d'activité pour les enfants. Et à l'intérieur, en gros, c'est classé par âge. Tac. Voilà, et il y a des petites questions à remplir et j'ai l'impression que quand vous le ramenez complété, vous avez un petit cadeau. Voilà.
Donc c'est gratuit, c'est cool. Ça permet aussi de rendre la visite un petit peu plus ludique pour les enfants qui suivent leurs parents. Et voilà. Nous on va rester quelques minutes encore ici à contempler cette vue. Je m'approche pas trop du bord hein, parce que j'ai toujours des problèmes avec le vide. À contempler cette vue. Et puis après, on va aller faire notre enregistrement du coup au camping parce que ce soir on campe encore. J'espère qu'on n'aura pas de pluie comme hier. Parce que hier on a eu de la... Bon, après voilà, on n'était pas mouillés, hein, c'est pas le problème, mais bon, c'est quand même moins agréable quoi. Parce qu'on pourra pas faire de feu encore une fois. Et j'aimerais vraiment faire des s'mores pour le coup ce soir. Les gift shops des Visitor Center dans les parcs nationaux, c'est vraiment l'enfer. T'as littéralement envie de tout acheter, tout est tellement canon. En reprenant la voiture vers notre campement pour la soirée, on s'arrêtera encore quelques fois sur des points de vue très très beaux qui permettent de mesurer un peu plus la profondeur du canyon. C'était sublime. Et en arrivant aux abords du campground... Non mais attendez, là parce que... Non mais il y en a plein. Oh merde, je sais pas si je trouve ça génial ou si je suis en train de flipper de ouf là. Tu vois ? Là encore. Il y en a encore là. Parce que nous on dort là-bas en fait. Oh non mais définitivement là on laisse rien dans la tente à part nous. Moi j'ai pas envie demain on se réveille et nous fait un bisou. Pas d'accord. Ah, Market Village. On est arrivé à notre emplacement de camping pour la nuit. Du coup on campe là. Donc on est au milieu des pins. Ça sent trop bon. Franchement ça sent hyper bon. C'est trop kiffant. C'est trop cool. J'espère vraiment qu'on n'aura pas d'élan par contre parce que ça me fait vraiment flipper par contre. Mais je veux dire, regardez. On est au milieu de la nature. Ça sent super bon. C'est trop. J'adore cette odeur. Oh, c'est génial, j'adore. On est en route pour aller au village, au Grand Canyon Village du coup. Et en fait, c'est un vrai resort. Enfin, je sais pas comment qualifier ça parce que j'ai pas l'impression que, franchement, en dehors de Disney, on ait un truc qui soit comme ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment un immense complexe touristique en fait, la partie Grand Canyon où on est. Et donc t'as une partie donc, village avec les magasins, les machins, tout ça. Et là il y a un lodge de luxe. Je sais pas s'il donne sur le Grand Canyon, c'est pas impossible vu sa localisation. Et il y a une clinique, et il y a des navettes aussi. Ça je trouve ça dingue. Il y a des navettes voilà, qui emmènent depuis le campground jusqu'au village. Le General Store, c'est le supermarché local avec les souvenirs du parc national attenant, ici donc Grand Canyon, et tout ce dont on aurait besoin pendant notre séjour, car si nous on reste qu'une nuit, la plupart des guests restent plusieurs nuits en fait dans les campings américains. Donc ici tu peux faire quelques courses, acheter du bois pour faire du feu, c'est très pratique parce que c'est sur place, mais du coup c'est un petit peu plus cher que dans un Walmart, évidemment. Et donc dans ce General Store, tu peux aussi louer du matériel de camping. Tente, sac de couchage, matelas, et clairement pour les internationaux comme nous, bah c'est hyper intéressant. Bon du coup, on a loué des sleeping pads. Donc les sleeping pads c'est ça, c'est les matelas qu'on va mettre dessous. Dessous les sacs de couchage ici, parce que autant hier c'était du sable, autant là ça va pas être possible. Ça, c'est moi qui l'ai allumé. Toute seule comme une grande. Je peux vous dire que je suis pas peu fière. Hein. Ensuite, on est rentré faire notre petit feu, on a mangé, on a fait griller quelques chamallows, c'était un moment juste inoubliable. On était entouré par les pins, tout était calme et silencieux, la lune au-dessus de nous, c'était magique. Et après une petite partie de cartes, on s'est couché et j'ai trop bien dormi. Il est 7h et on s'est réveillé il y a quoi, une demi-heure, c'est comme ça. Alors c'est moins exceptionnel que hier à Monument, hein. Mais se réveiller comme ça sous les pins, ça sent super bon. C'est vraiment vraiment cool. Ça c'est vraiment cool, j'avoue, on serait pas pressé, tu vois, j'aurais bien refait un feu aussi. Mais bon, ce matin on part pour Antelope et faut pas être en retard à Antelope. Donc on va pas rester là 3 heures. Surtout qu'il faut qu'on aille rendre les sleeping pads qui très honnêtement changent vraiment la donne quand même. C'est pas très épais. Ça nous a vraiment pas coûté cher, c'était 5,75 $, le petit matelas en mousse. Et c'est pas juste un matelas comme ceux qu'on avait vus
à Walmart, hein. C'est un peu mieux. Et ouais, moi j'ai vraiment bien dormi du coup grâce à ça. Donc ouais, trop bien. Et on n'a pas eu de visite de visiteurs impromptus. Regardez, il y a des camping-cars comme celui-là là. Voilà. Ça c'est Cruise America. Et en fait c'est de la location de camping-car. Voilà. Donc même ceux qui ont envie de faire du camping mais qui n'ont pas envie d'entrer en tente, machin quoi, sachez que vous pouvez aussi louer carrément des camping-cars et sillonner le pays. En vrai, moi ça me donne envie de faire ça quand je serai quand je travaillerai plus, quand je serai vieille. C'est trop cool en vrai comme projet. Tu prends un camping-car et tu pars pendant un mois et tu sillonnes les US. Franchement, trop stylé. Et c'est parti pour démonter la tente. C'était vraiment tout simple. Cette petite tente nous a coûté 25 $ à Walmart et vraiment meilleur investissement avec nos sacs de couchage. Après ça, petit passage à la douche et on est parti en direction de Page. Donc là, les campings, en gros, la structure c'est exactement la même que celle du ranch des 8 croquettes. Il y a une espèce de voie voilà, centrale et autour ça fonctionne avec des boucles. Et les emplacements sont situés sur ces boucles. Vraiment comme les bungalows au ranch des 8 croquettes à Disney. Et d'ailleurs, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, à l'origine, à Disney, donc en 92 quand ça a ouvert, le ranch, là aujourd'hui il n'y a plus que des bungalows, mais à l'origine il y avait des emplacements, camping, voilà, comme ground, c'était vraiment prévu comme ça. Et bon, évidemment je pense que ce soit pour le prix, soit une faute de succès, ça n'a pas duré, puis maintenant il y a des bungalows partout, mais à l'origine, voilà, il y avait ça. On déposera nos sleeping pads au village. Au passage, je ferai une petite pièce écrasée souvenir du Grand Canyon. Et oui, il y a ça partout ici sur les sites touristiques. Et on s'arrêtera encore une fois sur quelques points de vue, d'où on entendra les hélicoptères ce matin-là d'ailleurs. Et retour au paysage désertique de l'Arizona, avec là aussi quelques stops pour profiter des points de vue avec cet horizon perte de vue, toujours entrecoupé de canyons, de mesa et pas l'ombre d'une ville à des kilomètres. On a beau le savoir, ça reste impressionnant à constater sur place. Après 2h30 de route, un peu plus avec les arrêts photos, nous voilà à Page, un point stratégique pour découvrir d'autres sites de l'Ouest américain. Alors, on est arrivé à Antelope, en tout cas le point de départ de Antelope. Voilà, moi j'avais réservé via navarrotour.com, si jamais, pour info. Et en plus, c'est un tour qui fait partie, je crois, des moins chers parce qu'il est vendu 80 $. Tous les autres, genre celui d'à côté, là il y en a un juste à côté, il est à 100 $. Et on va au même endroit. Et autre petite subtilité, et qui a pour le coup son importance, l'heure sur laquelle se calent les visites. Donc toutes les visites se font par des Indiens Navajo. Et l'heure sur laquelle ils se calent, c'est l'heure de Phoenix. C'est pas forcément l'heure de l'état, enfin de là où on est. Et nous, on a un truc trop bizarre, c'est qu'on n'a pas la même heure sur nos deux téléphones avec mon frère. Genre moi j'ai 11h51, donc on est super en avance parce que le tour est à 1h45 et on est censé check-in une demi-heure avant, donc voilà, on est hyper en avance. Moi j'ai 11h51 et lui il a 12h51 sur son téléphone, alors qu'on a tous les deux la même config. Donc bien faire attention à ça pour le coup, parce que quand on loupe son créneau, quand on loupe son enregistrement, on a 0 remboursement. Rien du tout. Genre ils s'en foutent, vous arrivez avec 10 minutes de retard, et c'est pour ça que je voulais être hyper en avance aujourd'hui. C'est fini, c'est perdu. Et la place est redistribuée à quelqu'un d'autre qui est là sur place. Là on est déjà, je vous l'ai dit hier, sur des trucs qui sont over touristiques, avec beaucoup de touristes. Et je crois que Antelope c'est genre le summum. Et j'ai très peur de ça et d'être déçue de l'expérience. Donc on va voir. Après une petite pause déj rapide dans un restaurant mexicain pas très loin, on est parti en camion à l'entrée d'Antelope Canyon. On est répartis par groupe et c'est notre guide indien qui nous emmène en camion. La balade est sport et poussiéreuse. J'avais réservé au Upper Canyon car il est dit qu'il est plus visuel, plus facile d'accès aussi, mais c'est aussi le plus cher. Et les prix augmentent malheureusement chaque année. Il existe aussi des visites de Lower Canyon qui ressemblent beaucoup à Upper Canyon, mais qui coûtent bien moins cher si jamais. Les dispos sont très vite complètes en revanche, donc si c'est une visite que vous voulez faire, que ce soit sur Upper ou Lower Canyon, soyez prévoyants et réservez le plus tôt possible.
C'est primordial, surtout si vous voulez aller à Antelope sur la période estivale. La visite est un aller simple à travers le canyon étroit, pendant laquelle le guide récite quelques faits et anecdotes en anglais, et pour certains, vous font vos photos au téléphone en vous disant où vous placer pour avoir le meilleur résultat. D'un guide à un autre, l'expérience peut être vraiment radicalement différente, mais si vous essayez de poser des questions à votre guide, d'interagir avec lui, de commenter ses propos, alors ça sera beaucoup plus sympa pour vous que si vous venez juste pour avoir de belles photos pour Insta. Enfin, sachez que l'expérience, dans sa globalité, ne dure qu'1 heure à peu près, avec moins d'une demi-heure dans le canyon. Après ça, on a été juste à côté, sur un autre site très célèbre ici, en Arizona. On est en route pour Horseshoe Bend, c'est le Colorado, hein, Ouais. qui passe dessous. Qui est donc, vous allez la reconnaître quand je vais vous montrer, la formation rocheuse en forme de fer à cheval, avec le Colorado qui passe juste autour. Allez savoir pourquoi on est resté hyper longtemps sur ce lieu où la plupart des visiteurs se contentent d'un simple aller-retour avec 2-3 photos souvenirs et repartent. Clairement ici on a pu constater les effets du tourisme de masse, c'était un peu désarmant de voir toutes ces personnes arriver par centaines en cars pour faire 3 photos et repartir aussi sec. Moi j'ai bien dû rester 1 heure sur mon caillou là à prendre le soleil alors que le matin on était en bonnet et en écharpe dans Grand Canyon, tout va bien, à contempler ce paysage et à me demander encore une fois comment vivaient les natifs américains ici avant et ce qu'en ont pensé les premiers immigrants à l'époque de la ruée vers l'or et de la construction des chemins de fer. En fin de journée, on a poussé jusqu'au Navarro Bridge, un pont historique, le premier à permettre de traverser le fleuve Colorado sur près de 1000 km. Jusqu'en 1928, il était impossible de passer d'une rive à une autre par la route, et vu la hauteur des gorges du Colorado, traverser par le fleuve, c'était pas une option non plus. Et la bonne surprise, ça a été de voir des condors. Il y en avait 4 en tout, c'était juste fou. J'en avais jamais vu et ces oiseaux sont immenses et majestueux. Avant de rentrer à notre motel, on s'est arrêté manger dans un barbecue. L'expérience était géniale, il y avait même un groupe qui jouait sa musique. J'ai pris une bière bien locale, les ribs étaient excellents, fumés dans ces fumoirs géants sur le parking du restaurant. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'avait repéré le matin, en passant devant. Et l'ambiance était super conviviale, plus américain que ça, franchement tu peux pas. C'est reparti pour une nouvelle journée. On est où déjà? On est à Page. Je perds le fil hein, à force. On est à Page et on a dormi au Motel 6 de Page, qui est un... Franchement, c'était bien, c'était top. Donc celui-là, franchement, quand vous venez ici, en plus Page, c'est un très bon point de chute parce que c'est à 2h30 de tout. Alors 2h30 pour nous les Français, genre c'est long quoi, c'est chiant. Mais en réalité, ici à l'échelle américaine, c'est ok. Et en fait, c'est juste à côté pour le coup de Horseshoe Bend. C'est à côté d'Antelope Canyon. C'est à 2h30 du Grand Canyon. C'est à 2h30 de Bryce Canyon. Un peu plus du Grand Canyon peut-être. Mais bon bref. Du coup, c'est entre 2h30 et 3h de tout. Et du coup, ça peut être un bon point de départ sur un road trip. Et cet hôtel, franchement, pour le coup, était vraiment bien. Il y a une piscine pour ceux qui viennent en été. C'est pas notre cas, hein. Regardez, j'ai l'écharpe là ce matin. Donc voilà, et au niveau du style de l'hôtel, je trouve que ça ressemble au Santa Fe, c'est marrant. Là, tout va s'enchaîner très vite parce qu'aujourd'hui on fait Bryce Canyon, demain on fait Zion, ensuite demain soir on dort à Las Vegas, ce soir on dort à Bryce Canyon. Et une fois qu'on est à Las Vegas, ensuite on tire direct jusqu'à Los Angeles. Mais bon, pour l'instant, Bryce Canyon. Avant de partir et de prendre la direction de Bryce Canyon, on s'est arrêté à Glen Canyon, où se trouve un immense barrage avec d'un côté le lac Powell et de l'autre le fleuve Colorado. L'immensité de ce barrage est impressionnante et m'a fait me sentir toute petite face à la puissance de la nature et en l'occurrence de l'eau. D'en haut, on voit les turbines du barrage qui là comme ça ont pas l'air si grandes, mais qui en fait sont comme celle-ci. Ouais hein. La hauteur du barrage met une sacrée claque aussi. Construit dans les années 50, ce barrage haut de 160 mètres, bah oui quand même, est aujourd'hui une étape touristique dans l'ouest américain et qui dit site touristique dit pièces écrasées. Et bien sûr j'ai fait la mienne. À l'ancienne, avec des vraies pièces, un mécanisme qui se fait rare, souvent remplacé par des paiements sans contact. Après ça, direction Walmart, encore une fois, pour acheter notre repas de midi qu'on mangera dans la voiture. Sur ce trajet, on quitte l'Arizona et on repasse en Utah. Les paysages sont pittoresques à souhait, on traverse plusieurs petites villes dignes de cartes postales, on est en plein film américain côté country et impossible en voyant tout ça de pas penser au film Cars, Hannah Montana aussi, bah oui, Disney fan bonsoir, et aux séries Virgin River et Yellowstone, même si c'est pas le bon état, évidemment. Cette autre Amérique m'a fascinée tout au long du séjour, vraiment. Moi qui avais jamais connu que les grandes villes aux États-Unis, j'avais un peu peur du changement, je vais pas vous mentir, et au final je me suis sentie si bien sur ces étapes. Les villes sont à taille humaine, on imagine la communauté derrière et on s'habitue à cette ambiance. On vient de passer une petite ville qui s'appelle Kanab City
elle était trop mimes. Vraiment, c'est typiquement le genre de ville qui a inspiré le film Cars, c'est sûr. C'est parce que c'est... Et du coup, à l'inverse, dans la ville, ils ont inclus, genre il y avait une voiture avec les yeux, 2 voitures même, avec les yeux genre comme dans Cars. C'est cet esprit-là, en fait le film Cars, c'est vraiment cet esprit-là, c'est assez dingue. Et encore là, c'est cette ville, et je vous en parle que maintenant, mais en fait depuis qu'on est arrivé, on n'arrête pas d'en croiser. Et là, elle était figée dans le temps, un peu cette ville, enfin, entre les restos, les magasins, les voitures un peu abandonnées, mi-abandonnées et mis en mode showroom, tu vois, un peu en présentation quoi. Donc non, c'était vraiment chouette, et c'est à 1h30 de Bryce. Vraiment, les paysages sur la route qui montent à Bryce Canyon étaient parmi les plus beaux pour moi. Ils avaient rien d'exceptionnel, mais je sais pas, voir ces ranchs et ces granges perdues comme ça au milieu de la montagne rouge, ça m'a inspiré. Un jour, j'irai passer plus de temps dans ce coin-là. Ça a l'air tellement bien, tellement terre à terre. Et plus on monte, plus le paysage évolue, les formations rocheuses deviennent comme les cheminées de Bryce, on passe ces fameux tunnels creusés dans la roche rouge, on voit les espèces de cavernes là-haut. À ce moment-là, on n'a même plus de réseau, donc on n'a plus de musique dans la voiture, on est juste complètement captivé par ce qui nous entoure. Et ça y est, on arrive, Bryce Canyon. J'avais dit que je rentrais dans la boutique juste pour aller tamponner mon passeport. C'est encore un traquenard. C'est encore un traquenard. Regardez, ils ont le Monopoly National Park. Je trouve ça tellement cool. On s'est donc lancé pour près de 3 heures de randonnée, si c'est pas plus. Je vous avoue que j'avais pas du tout compris ça, moi, à la base. Je me suis arrêtée au mot randonnée et aux 3 km qui étaient prévus initialement, qui se transformeront en 5 km, et j'avais pas du tout compris non plus pour les 140 mètres de dénivelé. Mais j'ai suivi aveuglément, et ma foi, c'était l'un des meilleurs souvenirs de ce voyage. C'est quoi la rando là sur laquelle on s'est engagé? Ça s'appelle comment? Queen's Garden Trail, et après on enchaîne sur le Navarro Trail. Voilà, voilà, c'est ça qu'on fait. Alors, on est arrivé. C'est genre, t'as pas envie de faire la prononciation, Non. de parler en anglais. Non, t'as entendu ce qu'il a dit, c'est ça qu'on fait. mais je sais pas comment ça s'appelle. Donc t'as dit Queen's Garden, mais je peux le dire, hein. Queen's Garden Trail. I know how to pronounce it, hein. C'est bon. Je savais juste pas comment ça s'appelle. C'est pas du tout français en plus ce que je viens de dire. Franchement, je pense qu'on en est à 1h30 de vlog, les gars. Alors, on s'est engagé dans le Queen's Garden. Queen's comment? Queen's Garden Trail. Queen's Garden Trail. Bref, c'est une rando qui descend dans Bryce Canyon. En gros, on est descendu dans la vallée pour remonter sur la fin du trail, et les paysages étaient juste exceptionnels. Ça ressemblerait à ma tenue. Yo est parti devant parce qu'il voulait faire un timelapse à l'iPhone. Et il avance bien plus vite que moi. Parce que là, les gars, je vous explique. Ça monte. Ah, regardez. Les paysages sont incroyables. Enfin, les paysages. Le cadre, en tout cas. Waouh. Tiens, d'ailleurs, ça mérite une petite photo. Vous voyez, lui, il est déjà là-haut. Hein. On va pas du tout au même rythme. Du coup, vu qu'elle est pas là, je prends mon temps. Là, on est sur la fin de la journée. Il est 18h45. Et mais voilà, je pense que quand tu le fais avec le soleil, ça doit avoir une allure vraiment sublime. Et assez différente en réalité. L'expérience doit vraiment pas être la même. Une fois au sommet, la nuit est rapidement tombée, les nuages gris au loin ont aussi aidé à assombrir l'ambiance d'un coup et à rafraîchir les températures. Sur le chemin du retour, on était complètement dans le noir. On est passé à côté d'un lodge qui avait l'air trop cosy, j'étais un peu jalousie sur le moment, j'avoue. J'ai fini par sortir la lampe torche car on voyait vraiment rien, et après ça, ma batterie a lâché, et le lendemain, une surprise de dingue m'a réveillée. Les gars, on s'est réveillés. Bon, je comprends bien le ciel d'hier. Je veux dire, regardez. Oh là là. Non, mais on aura tout fait sur ce voyage, franchement. Tac. Et notre voiture, elle est là-bas tout au fond. Et on était censé camper cette nuit. Genre, on a failli. Bah, heureusement qu'on l'a pas fait. Hein. Par contre, ça va être super beau. Et du coup, comme on est à 10 minutes en voiture de Bryce, on va carrément aller voir, en fait, comment c'est là où on était hier. Bon, je vais... Putain, la vache, ça va geler. Du coup, j'avais emmené des chaussettes en laine pour le camping. Bah, je vais les ressortir pour les mettre là et je vais aller chercher mes chaussures. Wow.
J'en reviens pas d'être là. C'est incroyable. Et ça c'est notre voiture. Oh la vache, il y a des stalactites. Avant de partir, je vous montre la réception de notre motel parce qu'elle était trop cosy. J'adore ce mood, c'est pas grand chose, mais c'était super immersif. En sortant de la réception, le sol était tellement gelé de partout que j'ai failli m'étaler 2 ou 3 fois si c'était pas plus. Et nous voilà repartis vers Bryce Canyon, soit complètement à l'opposé de Zion, où on était censé aller à ce moment-là. Mais franchement, on n'avait qu'une seule chance de voir Bryce Canyon sous la neige, il était hors de question qu'on laisse passer ça. Quand je revois ces images, je me dis quand même que c'était une chance incroyable. C'était comme découvrir un nouveau lieu alors qu'on était littéralement là hier. C'est incroyable! Oh putain! Oh c'est dingue! C'est dingue! C'est ouf! C'est trop beau! Je rêvais! Je me suis dit mais à aucun moment ça va arriver, mais en fait je rêvais de voir ce... Je me suis dit hier vraiment ça doit être trop beau de nuit, tu vois, même de nuit en version neige, même monument et tout, mais vas-y c'est trop tôt. Mais regarde même l'arbre, c'est incroyable. Donc hier on était là tout chaud parce que bah la rando nous avait plié et là ce voyage, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et franchement, vraiment meilleure période pour partir le mois d'octobre. C'est trop beau. Éveillé. Et juste pour info, si certains trails étaient fermés parce que dangereux, d'autres étaient ouverts. Donc il est tout à fait possible d'aller randonner dans Bryce Canyon quand il a neigé. J'ai pas les mots encore aujourd'hui pour exprimer mon ressenti sur le moment, j'étais juste émerveillée par la beauté du lieu. Je pense que ça se voit sur mon visage d'ailleurs sur les vidéos. J'aurais pu rester là toute la journée à admirer et à photographier le canyon. Et nous voilà sur la même route que la veille pour redescendre de Bryce Canyon, sauf qu'aujourd'hui celle-ci est toute blanche. La neige disparaît peu à peu évidemment et 1h30 plus tard, on arrive à Zion, sauf que c'est vendredi et donc il y a beaucoup de monde à l'entrée. Zion est le parc le plus proche de Las Vegas et c'est aussi l'un des parcs nationaux préférés des Américains. Donc il y a toujours du monde apparemment, et là on était carrément à l'arrêt, devant les guérites, et encore on n'a même pas pris l'entrée côté Vegas. On profitera de ce moment pour pique-niquer dans la voiture, encore, à ce stade-là on n'était plus à ça près. Entre les embouteillages à l'entrée du parc et notre retard du matin, on ne fera que traverser Zion finalement en voiture, car on arrivera bien trop tard pour se lancer dans la moindre randonnée. En effet, les trails de Zion sont tous assez longs, 2 à 3 heures minimum, certains prennent même 7 heures, rien d'exceptionnel en vrai, à ceci près qu'après ça, nous on filait direct à Las Vegas et qu'on avait donc encore 2 heures de route derrière. Oui, j'ai été ambitieuse sur cette journée, mais sans l'escale à Bryce, enneigé, en vrai, ça serait passé, easy. Il a fallu prioriser et donc la rando à Zion a sauté. En attendant, on a donc emprunté la scénic route encore, qui traverse le parc d'une extrémité à l'autre et qui offre déjà des paysages incroyables à admirer. On peut parfois s'arrêter sur les côtés pour profiter des points de vue. On est arrivé à Zion, mais c'est blindé, genre on a attendu franchement, en vrai pas loin d'une demi-heure. Hein. Et là on est du coup sur la vue, voilà, qui est à la sortie d'un tunnel. C'est immense, on est encore sur ces formations rocheuses avec des couleurs qui sont juste dingues. Je veux dire, regardez là-haut, c'est tout blanc. Ensuite, on descend, c'est rouge. Puis c'est de nouveau blanc, rouge. De nouveau blanc, rouge. Et ensuite, paf, on a le vert des arbres. C'est sublimissime. Petit point pratique. Je voulais pas encore montrer, mais pour faire tous les parcs nationaux, moi j'ai pris le pass annuel, on va dire. Donc, qui est le pass America's Beautiful, qui permet en fait d'accéder à tous les parcs nationaux qui sont répertoriés dans le pass en question, puisqu'en fait tous ne sont pas inclus dans ce pass-là. Il faut que ce soit des parcs qui soient gérés par le National Park Services. Et du coup, Zion, Grand Canyon et Bryce Canyon qu'on a fait hier sont inclus dedans. Sachant que l'entrée individuelle par voiture, elle est à 35 $. En fait, là, on aurait eu 35 $ à Grand Canyon, 35 $ à Bryce et 35 $ ici. Et le pass en question coûte 80 $. Et normalement, il devrait de nouveau me servir avant son expiration puisqu'il est valable encore 1 an. Ce pass en question, vous pouvez l'acheter directement dans les parcs nationaux qui sont donc inclus dans celui-ci, ou certains vous diront que vous pouvez l'acheter sur Le Bon Coin, sur eBay, machin, etc. en France, à moindre coût, quand les gens ont fait comme nous un road trip et après ils arrivent en France et ils le revendent. En soi, oui, ça fonctionne.
En soi, ça marche. Sauf que là, en fait, à l'entrée de Zion, la dame, elle nous a demandé une pièce d'identité qui allait avec le pass. Ça n'a pas été le cas sur les autres parcs, mais voilà. Donc, je vous le dis, voilà, vous faites ce que vous voulez de l'information. À vous de vouloir, de voir si vous voulez prendre le risque ou pas. Le pass est dispo en occasion en France, vous pouvez l'acheter à 40 balles, littéralement, sur le bon coin. Mais, s'il y a un problème, enfin, s'il se passe comme nous, il s'est passé là, du coup, vous accédez pas au parc. On terminera la route avec des paysages magnifiques, sublimés par l'automne, et on fera un stop au Visitor Center, quand même, avant de quitter le parc. Un peu frustré, si vous me demandez, de ne pas en avoir vu davantage, mais c'est le jeu. Ça, c'est la Virgin River. Alors évidemment, moi qui regarde la série, j'étais obligée de venir au plus près. Hein. Et ça, c'est la file d'attente à l'entrée de Zion, côté Las Vegas. Ça calme, hein. On quitte donc l'Utah pour le Nevada, en traversant des paysages rocheux, gris cette fois-ci. Le rouge de l'Arizona et de l'Utah sont désormais derrière nous, et c'est parti pour 2 longues heures, presque en ligne droite, au milieu du désert, et nous voilà arrivés à Las Vegas. Et là, on a pris une sacrée claque, visuelle et psychologique. On a récupéré la chambre qui, je trouve, a l'air d'être restée coincée dans les années 80, mais du coup ça me fait rire en fait. Parce que c'est aussi un peu pour ça que j'avais pris cet hôtel-là, c'est parce que je trouve qu'il a un petit côté old school, rétro, vieillot, que plein de personnes n'aiment pas forcément. Mais moi perso j'aime bien ce genre de délire, surtout à Las Vegas, donc du coup c'est pour ça que j'avais pris celui-là. Donc voilà, et puis en plus, oh même le canapé, oui. On encaisse un peu là quand même le choc culturel que c'est. Enfin je veux dire, ce matin on était à Bryce sous la neige, cet après-midi on était à Zion, avec en prendre plein la vue, voilà, même s'il y avait plein de touristes, etc. Enfin bref. Et là on arrive et on est dans la mégalopole Las Vegas. Franchement, même moi qui suis une fille de la ville, ça m'oppresse de ouf. Je vous le dis tout de suite. Pourtant, franchement, j'ai l'habitude. Mais là, en fait, d'arriver comme ça de l'ouest et de plonger là-dedans, ça fait un petit... Donc voilà, on va prendre un petit quart d'heure là pour encaisser. Et puis on va aller se balader, je crois que Yo veut aller voir la statue d'Elvis, on va essayer de trouver le panneau Welcome to Las Vegas, et après on va au Neon Museum, qui est un musée que je voulais absolument faire à Vegas. Et voilà, mais ouais, là gros choc, puis bah surtout en plus on a, en température, il a fallu, enfin faut qu'on adapte nos tenues aussi, parce que là j'ai déjà enlevé une première couche, j'ai enlevé mon jean. Parce que ben du coup on était habillés comme pour aller à la neige quoi ce matin. Et en plus à Zion il faisait froid aussi, donc ça allait très bien. Mais là, ouais, là on est au milieu du désert quoi. Donc c'est pas la même température. Welcome to Las Vegas. Vous sentez que je mets un peu de temps à encaisser quand même ou comment ça se passe? Faut que je m'y fasse hein, parce que demain on arrive à Los Angeles et on sera d'ailleurs sur la fin de cette vidéo, puisqu'une fois qu'on est à LA, en fait je vais vous faire des vidéos séparées pour les différentes étapes qu'on va faire là-bas. Mais c'est dur, putain je pensais pas que ça serait aussi dur en vrai. Je vais préciser quand même pourquoi c'est difficile, c'est que donc au-delà des gros buildings, des lumières partout, machin, etc., on arrive dans un truc qui est surpeuplé, vraiment, blindé de gens qui sont là pour consommer, dépenser de l'argent, faire de la fête, qui potentiellement sont à moitié bourrés aussi, parce que ben c'est aussi ça Las Vegas. Des gens qui viennent de se marier, il y en a plein aussi, c'est aussi ça. Ça bouge énormément. Je sais pas, la meuf à la réception, elle était aimable comme une porte de prison, tu vois. Et en fait, c'est comme ça partout. C'est allez. D'un seul coup, tu sais, t'es sous pression, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile. Mais ça va aller, je vais me remettre dedans, ça va aller. Allez, direction le Westgate Hotel, et là commenceront nos galères pour trouver un parking dans cette ville. Non mais comment font les gens en fait ici pour se garer? En gros, à chaque fois, on a fini dans des parkings d'hôtel à 20 ou 25 $ l'entrée, que tu restes 1 heure ou 6 heures, c'était pareil. Un enfer le bail. Bref, on a fini par trouver une place. Je suis pas sûre qu'on ait été 100% dans les clous sur ce coup-là, mais on a pu passer 1 heure au Westgate Resort avec la statue d'Elvis, voir qu'il y avait un max de merchandise dans la boutique souvenir de l'hôtel, hôtel dans lequel Elvis est donc resté en résidence pendant 7 ans à partir de 1969. Ensuite, direction le strip de Las Vegas, aka Las Vegas Boulevard, en passant devant le magasin de Pawn Stars. Et oui, on devait aller au Neon Museum, mais j'avais pas réservé car je savais pas à quelle heure on allait arriver après Zion, et résultat, bah c'était complet. Je suis deg, on va pas en parler, 1 an après, je suis encore saoulée. Je suis deg, ils sont sold out pour ce soir, j'avais pas pris de résa parce que je savais pas à quelle heure on allait arriver à Vegas. Donc du coup je m'étais dit ben j'irai voir sur place.
Et ils sont sold out. Mais encore une fois, c'est sûrement parce que genre on est vendredi et qu'il y a toute la foule du week-end et tout, et voilà. Donc grave les boules. Je suis dégoûtée, franchement, ça fait des années que je voulais voir ce truc, j'ai trop les boules. Donc, direction le strip, avec encore une galère pour se garer, mais ça aussi, on n'en parlera pas, parce que j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment fonctionne le stationnement dans cette ville. Mais c'était quand même assez fou de rouler sur cette avenue qu'on a tellement vu dans le cinéma hollywoodien, avec ses néons, ses lumières partout. On dira ce qu'on voudra, mais c'est une vibe unique quand même, Las Vegas. Ah bah c'est pas le même yacht club qu'à Disneyland Paris, hein. Voilà. Incroyable. T'as le yacht club là. Et t'as les machines là-dessous là. Ah mais c'est le Yacht Club. C'est ce qu'on voyait dedans. Treasure Island fait partie de l'histoire de Las Vegas. En plus d'être l'hôtel de Miss Detective 2, c'était aussi un resort avec un show de pirates organisé chaque soir dans une baie artificielle. Le spectacle a marqué les années 2000 de Las Vegas, et d'ailleurs ils en parlent aussi dans le jeu vidéo GTA San Andreas. On s'est ensuite baladé à pied sur le strip un vendredi soir, donc autant vous dire qu'on a rigolé parce que c'était intense comme expérience. Et on est passé dans le Venetian avec ses célèbres canaux, ses gondoles, son plafond incroyable. Non mais sans déconner, c'était pas insane ça. C'est quand même hyper beau, hein. C'est un vrai délire d'architecte quoi. Non mais ici il y a des salons de tatou partout dans les hôtels. Tu peux te faire tatouer et remonter dans ta chambre direct. Et ça, c'était l'hôtel The Mirage, qui a été rasé quelques mois plus tard pour laisser place à la construction d'un Hard Rock Hotel. Je suis quand même contente de l'avoir vu, même de loin, car il était déjà fermé quand j'ai tourné cette vidéo. On est aussi passé devant le Caesar Palace, devant le Flamingo, deux hôtels historiques ici aussi, et qui ont donné au boulevard ses lettres de noblesse, avec une petite touche de drama liée à la mafia en ce qui concerne le Flamingo. Et dans les hôtels, ça joue et ça mise des milliers de dollars dans tous les sens. Ça donne littéralement le vertige. On a aussi vu les shows des fontaines devant le Bellagio, un classique gratuit, visible de tous depuis la rue, et après ça, on est rentré dormir parce que la journée avait été complètement folle. On se réveille et on va aller chercher le petit-déj. Et pendant qu'on traverse l'hôtel, il faut absolument que je vous montre un truc. Mais les gars, il y a une piscine avec un toboggan où il y a des poissons. Only in Vegas. Regardez. Oh, la taille des trucs en plus. Et en fait, le tuyau qu'on voit dedans, c'est le toboggan là-bas là. Clac clac et il passe dedans et regarde, il y a des poissons. Et en fait, tu peux nager là. Voilà. Ça, c'est la piscine de l'hôtel. T'as vu qu'il y a des tables pour jouer? Il y a un requin. Il y a un requin. Il y a un requin. C'est n'importe quoi. Cette ville, c'est n'importe quoi. On dormait au Golden Nugget Resort sur Fremont Street, une rue historique, la toute première à avoir accueilli des casinos et des hôtels dans les années 40, ici à Las Vegas. L'hôtel est un peu vieillot, même s'il a été rénové de nombreuses fois évidemment, mais comme beaucoup d'hôtels de Fremont Street, en vrai, et c'est aussi ce qui fait son charme, je trouve. Les commodités sont carrément actuelles et il y a tout ce qu'on attend d'un hôtel ici. Et Fremont Street, c'est une expérience à part entière, croyez-moi. J'ai pas eu le courage la veille de ressortir de l'hôtel pour l'explorer en version nocturne, car on était vraiment fatigués. Mais visuellement, rien que de jour, comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose. La rue aujourd'hui est entièrement couverte par un écran géant. Et c'est aussi dans cette rue qu'il y a le célèbre cowboy en néon de Las Vegas. Ça les gars, c'est l'hôtel de Biff dans Retour à le futur 2. On va aller jouer des dollars chez Biff au Plaza. En vrai, c'est horrible ces machines parce que tu peux jouer en étant majeur, évidemment, hein, dès 1 $, et ça va trop vite. C'est coloré, ça brille de partout, t'es complètement hypnotisé par le truc, c'est un enfer. Oui, mais tu joues petit à petit, ouais, mais tu fais pas un play max crédit, tu vois. On a gagné 15 $. Ils ont mis 1 $, on a gagné 15 $. On quittera l'hôtel assez tôt pour aller au musée de la mafia le matin, un musée sur l'histoire de la mafia à Las Vegas et sur comment elle a contribué à la croissance de la ville et à son évolution. On y découvre aussi l'histoire de certains casinos, aujourd'hui disparus et remplacés, et le côté éphémère et sans attache de la ville. On peut même acheter des jeux de cartes et des dés des casinos qui ont été détruits. Autant dire, de véritables objets de collection à prix vraiment raisonnable pour le coup. On est de retour sur le strip de Las Vegas parce que on va essayer d'aller voir à Marshall. C'est des invendus des marques
du coup qui sont récupérés par Marshall et qui les vend à prix cassé. L'idée c'est de trouver une valise soute pour l'enregistrer pour le retour, pour mettre du coup tout ce qu'on a acheté là pendant le voyage. Ok, on est dans le magasin et bon, ça valait le coup. Il y a une Samsonite qui est à 119. Ça peut être plutôt pas mal. Après il y en a une autre, ça je connais pas la marque. Dockers. 119 € la Samsonite comme ça? Ça peut être pas mal. Il faut qu'on regarde à l'intérieur, mais ouais. 119. Ça peut être cool, il y a des plus petits formats. Bon, je pense qu'on a notre valise, faut juste que je choisisse laquelle je prends. La valise c'est bon, c'est fait, on l'a posée du coup et en fait on est garé au MGM grand et ça va me coûter 18 balles de parking cette histoire. Donc du coup pendant qu'on est là, on va aussi aller faire un tour au niveau du signe de Las Vegas, le Welcome Las Vegas et en fait on va essayer d'aller à l'outlet ici à Las Vegas. On devait le faire ce soir en arrivant à Los Angeles mais genre il est bientôt 17 h en fait et on est encore là. Donc on va rouler de nuit, on arrivera tard à LA, mais on va essayer d'aller faire l'outlet ici. Et j'aurai pas l'outlet Disney. On verra si on a le time, peut-être demain, mais on verra. Pris en flag. En vrai, j'avoue, j'ai envie de rejouer moi aussi. Oh les gars, ils ont gagné 15 balles ce matin, ils se sentent plus. Bon, évidemment, petit rappel, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, voilà, et à faire avec modération, très important, même quand on est à Vegas. Pour aller au Las Vegas Sign, on traversera je sais même plus combien d'hôtels avec des milliers de machines à sous sur lesquelles on a encore joué 3-4 $ par-ci par-là pour le fun. On est passé par les resorts MGM, le New York avec son coaster, toujours plus ici. Franchement les gars, la Statue de la Liberté elle est tellement grande que je suis en train de me poser la question de si elle est pas aussi grande que la vraie. Toujours plus, jamais assez. Et de l'autre côté là-bas, ça c'est l'hôtel Excalibur. Non mais ce côté du strip c'est n'importe quoi. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Par contre en termes de design et d'architecture, quand tu fais ça, mais c'est un énorme délire. C'est Disneyland dans des hôtels, c'est incroyable. C'est en termes de thématisation, l'archi, le designer, il s'éclate hein. C'est trop. Non mais du coup par contre il y a un Starbucks dans tous les resorts. Sans exception, il y avait tout le temps un Starbucks. Non mais là les gars, on arrive sur un level, il n'y a rien qui va, il n'y a plus rien qui va. Ça fait de toute façon depuis qu'on est arrivé, il n'y a déjà plus rien qui va. Mais là on passe du Moyen-Âge, là-bas, à l'Antiquité. Juste ici. Et encore, c'est... Moi je voudrais l'avoir de l'extérieur. Parce que c'est une pyramide. Non mais il y a un sphinx quoi. Non mais ça. Non mais Mamma mia. En fait le welcome sign il est juste là, ici. Et tout ça derrière c'est l'aéroport. Donc depuis tout à l'heure on voit les avions décoller les uns derrière les autres. Juste là, vraiment juste là, il y avait tous les jets. Et il y en avait une grande partie aussi juste à côté du signe. Et en fait ce qui est assez ouf c'est que pendant que eux atterrissent, parce que franchement c'est ça Vegas en fait, c'est aussi ça Vegas. Les mecs donc ils atterrissent, ils sont en hélico, ils vont chercher leur jet privé et à côté de ça t'as la ligne, le EasyJet local qui vient de décoller au Southwest. Mais Vegas c'est ça, c'est-à-dire que c'est des hôtels, des gens qui dépensent un max d'argent. Et à côté de ça, pour y aller, bah, tu passes dans des quartiers avec des sans-abri, avec des gens où tu vois très bien que c'est très pauvre. Et le contraste, moi personnellement, pour moi, il est quand même très malaisant. C'est un peu le truc que j'aime pas trop là, entre... déjà à Los Angeles, j'aime pas trop ça. Et là, sur Vegas, c'est encore pire. Alors même les très beaux hôtels sont assez accessibles en réalité en semaine. Nous c'est vraiment parce qu'on y était le week-end. En semaine ça reste très raisonnable en termes de prix hein. Je veux dire le Plaza où on est passé ce matin là, l'hôtel de Bif, et même notre hôtel à nous, en semaine c'est 80-85 € la nuit. Et en week-end c'est 250, 300, 400, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter absolument les vendredis, samedis et dimanche soir quoi.
Et après un rapide passage à l'outlet de Las Vegas, on reprendra la route en direction de la Californie et de notre ultime étape sur ce road trip, Los Angeles. Et on est sur la fin de cette vidéo, ça y est, on est arrivé à Los Angeles. On est sur le jour combien? 10, 11, je sais même plus où on en est franchement. En tout cas voilà, on est sur la dernière étape. Là on dort sur Pasadena. Pas forcément redormir dans le plus près, enfin dans le centre de LA. Parce que là on va aller en fait, en gros aujourd'hui je vous explique, on fait la Warner cet après-midi. Là ce matin on va voir la Walt Disney Barn qui est ouvert pendant 4 heures une fois par mois. Et on a de la chance parce que du coup c'est aujourd'hui. Et ensuite, demain on fait Universal, ensuite on a Disney et ensuite on repart. Mais tout ça, ça sera dans des vidéos séparées. Donc là, la vidéo va se terminer dans quelques minutes. Et en attendant, on est juste à côté du Griffith Park, qui est le parc où Disney a eu l'idée d'ailleurs de faire Disneyland quand il emmenait ses filles dans les années 50 du coup. Et on prend un petit café et un late breakfast parce que après tout va s'enchaîner. Et ensuite ce soir on a une Horror Night. Ça je sais pas encore si je vais en faire une vidéo, si je vais en faire un reel ou je sais pas encore comment je vais traiter le truc, faut que je réfléchisse aujourd'hui. Mais voilà pour le programme de cette fin de vidéo. On est arrivé là au studio Warner du coup, donc ça fera l'objet d'un autre vlog qui sortira avant, après celui-là, je ne sais pas. Visiter la grange, les ateliers de Walt Disney ce matin, c'était juste incroyable, juste trop unique. Et alors là je redescends à peine, mais et encore je vais en parler et du coup vous allez entendre que je suis émue. Il y avait Bob Gurr, donc qui est un Imagineer, un des tout premiers Imagineers qui a travaillé avec Walt, qui était là. Et donc j'ai pu le rencontrer, j'ai pu parler avec lui, j'ai pu lui faire signer, voilà, avoir mes petits autographes et tout, faire ma photo. J'étais comme ça, j'étais pas bien du tout. Et ça m'a trop émue en fait, et même d'être voilà, dans cette grange qui a été démontée pièce par pièce pour être remontée là, sur cette partie-là. Pas très loin en plus des studios pour le coup Disney, qui sont littéralement le boulevard d'en face. Quand on est ici, il y a juste une autoroute au milieu. Et voilà, donc c'était une fin de vidéo riche en émotions, comme toute cette vidéo. D'ailleurs, je ne sais plus là, je sais pas à combien de fois j'en suis de pleurer. Ah, voilà, je crois que c'est la vidéo sur laquelle j'ai plus pleuré, c'est pas possible. Sur cette fin, merci d'avoir regardé ce vlog jusque là, parce que pour le coup, c'est littéralement la vidéo la plus longue, je pense, que je vais sortir sur ma chaîne. On doit être à pas loin de 1h30, j'espère pas plus, de vidéos. Et enfin, franchement, on en a vu de toutes les couleurs. C'était juste fou. Mais c'était trop. J'étais tellement émue sur cette vidéo, c'est pas possible. Et c'est tout pour cette vidéo road trip sur 5 états en 2 semaines dans l'ouest américain. Cette fois-ci, on a très peu profité de Los Angeles, et si vous voulez voir davantage de choses de cette ville, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais tournée dans la ville justement il y a 2 ans, puisque là, on avait seulement 3 jours sur Los Angeles et on a privilégié les parcs à thème Universal et Disneyland pour lesquels je vous ai déjà sorti des vidéos l'année dernière. Et on a terminé donc ce voyage par la visite de la grange de Walt Disney, mais ça, pareil, je vous en parlerai dans une vidéo à part, plutôt dans quelques semaines, alors restez par là. Ces 2 semaines étaient sûrement les plus époustouflantes que j'ai vécues, et je pèse mes mots. Découvrir cette autre Amérique était tellement intéressant et remet plein d'a priori que j'avais en perspective. J'adore les grandes villes américaines, ne vous méprenez pas, mais ce voyage et ces milliers de miles m'ont fait découvrir une autre facette de ce pays et m'ont donné envie d'y revenir et d'explorer de nouveaux états plus sauvages ici aux États-Unis. Les États-Unis justement ont la chance d'avoir plusieurs climats, plusieurs paysages, d'un état à un autre, tout change et les couleurs de l'automne ont juste sublimé ce séjour. Je rêvais de découvrir les couleurs d'octobre et on a en plus eu la chance d'avoir un petit bout d'hiver, un matin, un véritable régal. Ce voyage, plus que les autres, m'a aussi fait me sentir toute petite, perdue au milieu des déserts traversés, parfois au plus près de la nature, que je ne l'ai jamais été, et croyez-moi quand je vous dis que je suis super fière d'être sortie de ma zone de confort. Enfin, je ne peux pas terminer cette vidéo sans dire un grand merci à mon frère, mon binôme sur ce road trip, celui qui a fait le plus de kilomètres et dormi le moins d'heures, celui qui m'a mis sur un cheval, non mais quelle idée ça aussi, et qui m'a fait marcher au milieu de nulle part,
celui qui me challenge un petit peu plus sur chaque voyage, je sais pas dans quel état je vais finir dans quelques années, et qui m'épuise autant qu'il me fait rire. Grâce à lui, je suis partie confiante et sereine sur ce voyage qui aura été quand même une sacrée aventure. Et avant de vous laisser, je vous donne quand même 2-3 conseils si vous projetez de réaliser un voyage similaire, parce que j'ai appris de mes erreurs quand même aussi sur ce road trip. Idéalement, arrivez plutôt la veille au soir sur un site touristique pour faire des balades et des randonnées le matin. Nous, c'est pas ce qu'on a fait et c'est là qu'on a perdu beaucoup de temps, et c'est d'ailleurs ce qui nous a coûté de pas faire de rando à Zion. Réservez aussi vos étapes les plus populaires 6 à 9 mois à l'avance, notamment l'hôtel The View à Monument Valley ou les visites d'Antelope Canyon, que ce soit à Upper ou Lower Canyon. Évitez Las Vegas le week-end, ça vous l'aurez compris, sauf si vous voulez vivre l'expérience intense de Vegas justement, et ne laissez jamais à manger dans votre tente si vous choisissez de faire du camping. Enfin, prenez une assurance pour ce voyage, encore plus que pour les autres quand vous allez aux États-Unis, bien que je recommande à chaque fois une assurance très costaud pour tout voyage aux US. Car, juste pour rappel, un bras cassé aux États-Unis, ça coûte 25 000 $ si on n'a pas d'assurance. À peu près. Hein. Moi, personnellement, je travaille et je m'assure toujours, même en dehors de mes collabs, avec Chapka Assurance. Et je prends leur cap assistance 24/24 qui couvre les frais médicaux jusqu'à 1 million $. Sur un voyage comme celui-ci, pour 14 jours, le cap assistance m'a coûté moins de 70 €. Donc pour partir sereine, je trouvais ça carrément ok. Car entre les milliers de kilomètres qu'on a fait en voiture, les randonnées, le camping, autant vous dire que j'avais besoin de savoir que j'étais assurée en cas de problème. Avant de vous laisser, merci à vous d'avoir regardé cette longue vidéo jusque-là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et pour ceux qui projettent de partir pour un voyage similaire, j'espère que celle-ci vous aura aidé et inspiré peut-être. Je vous remettrai également en barre d'infos des liens vers mon site Hello Los Angeles qui vous permettra de préparer certains aspects de votre road trip avec des guides spécialisés sur certains sujets, donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos pour préparer votre séjour. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir, et on active ou on réactive les notifications pour être tenu au courant des sorties de mes vidéos. Pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.